Le stress est le mal du siècle. Il est la cause numéro 1 d'une quantité innombrable de maladies et de conflits. Apprendre à l'évaluer et le maîtriser peut vous sauver la vie, littéralement, sauver votre couple et votre vie de famille, et même votre carrière. C'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo, comment le stress m'a impacté et a failli me coûter la vie, et aussi comment vous pouvez l'évaluer et vous en débarrasser. Qu'est-ce que le stress? Parce qu'on entend parler beaucoup de ce mot. C'est un mot qui fait partie du langage commun, comme la méditation. Mais tout comme la méditation, on ne sait pas véritablement ce qui se cache derrière le stress, ni qu'est-ce que c'est réellement la méditation. Ce qui sera l'objet d'une autre vidéo d'ailleurs. Alors qu'est-ce que le stress? Le stress, c'est une entrave à l'équilibre physiologique et ou psychologique d'un individu. Le stress surgit quand le cerveau croit qu'il fait face à une menace. Que cette menace soit tangible, comme une voiture qui vous fonce dessus, ou intangible, la peur de la perte d'un emploi ou de se retrouver seul. Du moment que le cerveau croit qu'il a affaire à une menace, il va lancer un processus chimique que l'on verra tout à l'heure. À force de répétition, le stress peut endommager le système nerveux. À terme, tout comme une fracture osseuse, si le système nerveux n'est pas guéri, n'est pas réparé, il va conserver des lésions qui l'empêcheront de fonctionner correctement et vont altérer la capacité à se concentrer, à bien dormir, à être heureux dans la vie. Il est pourtant très important, c'est pourquoi il est très important d'apprendre à évaluer si on est dans un état de stress au-dessus de la normale et pouvoir retrouver l'état d'équilibre. Alors il existe 3 phases dans le stress. La première phase, c'est la phase d'alarme. Ça correspond au moment où le cerveau croit qu'il y a un danger. Alors le danger, comme on l'a expliqué, peut être tangible, l'attaque d'un prédateur, d'une voiture qui vous fonce dessus, ou intangible, c'est-à-dire la peur et l'anticipation anxiogène de que quelque chose peut arriver. À ce moment-là où le cerveau croit qu'il y a une menace, qu'elle soit tangible ou intangible, elle va déclencher un programme qui va permettre au corps humain d'échapper au danger. Donc il faut se rappeler que ce sont des mécanismes qui sont préhistoriques, qui passent en partie par le cerveau reptilien. Et la fonction première en fait de ce programme, c'était de pouvoir nous sauver la vie. Donc c'est-à-dire que si un prédateur nous fonçait dessus, eh bien la phase d'alarme allait déclencher de l'adrénaline, une accélération du rythme cardiaque, du glucose, pour permettre à la motricité du corps et des muscles de partir le plus rapidement possible pour pouvoir soit attaquer, soit fuir. La deuxième phase dans le stress, c'est la phase de résistance. Une fois l'attaque passée, le métabolisme a été déséquilibré par cet afflux de cortisol, par cet afflux de glucose et par l'accélération cardiaque. Avec le système parasympathique, un système va se déclencher pour venir réguler, donc ce qu'on appelle l'homéostasie, donc la capacité naturelle du corps à retrouver son équilibre puisque la crise est passée. Donc on voit que le phénomène marche très bien en cas d'attaque et de menaces tangibles. Où ça devient plus compliqué, c'est quand les attaques, ou ce qu'on croit être des attaques, devient récurrent. C'est-à-dire qu'on expose son organisme à un flux de cortisol régulier. Si par exemple, régulièrement, on se dit « j'ai peur de perdre mon emploi, j'ai peur de perdre mon emploi, j'ai peur d'être volé dans la rue, j'ai peur d'être attaqué, j'ai peur »,
donc on voit bien la vibration de la peur, hein, et la société de la peur, et bien en fait on fabrique en continu quasiment du cortisol. C'est-à-dire qu'on est en phase d'alarme systématiquement. Si bien qu'au bout d'un moment, bah, la phase 2 de récupération va pas pouvoir s'enclencher. Et on va passer en phase 3, l'épuisement. C'est-à-dire qu'à force d'avoir trop sollicité le corps humain, il va plus pouvoir, par l'homéostasie, retrouver son équilibre. Et là, c'est le début de la fin. C'est-à-dire que ça va donner plein de symptômes différents. Donc ça peut amener à du burn-out, à de la dépression, à de la maladie. Pourquoi? Parce que cet afflux de cortisol régulier et récurrent dans le corps va aussi participer à l'augmentation de l'acidité du corps. Et une cellule n'est pas faite pour vivre dans un milieu acide, hein. Si on était capable de garder notre corps avec une acidité nulle pour être vraiment dans un milieu alcalin, eh bien, aucune maladie quasiment ne pourrait se manifester dans le corps humain. Et donc, petit à petit, à force de distiller ce poison, cette cortisol, eh bien, et on augmente cette acidité et donc on accélère le vieillissement des cellules, on favorise les maladies, on altère les cellules, c'est valable pour les neurones, hein, qui sont des cellules, donc le fonctionnement, connexion neuronale commence à moins bien fonctionner et on se concentre moins bien, ce qui va donner à terme des altérations du sommeil, qui peut donner des troubles psychologiques. Et ce stress, à force d'être dans le déni et de ne pas remarquer qu'on est dans un état stressé, puisqu'il y a tellement de personnes stressées qu'on considère que c'est une norme, hein, c'est-à-dire que c'est comme si on naissait dans un monde où tout le monde était héroïnomane et ça devenait une norme. Donc voilà, on considère que non, non, c'est tout à fait normal d'être stressé. Non, c'est complètement un état de dérèglement de notre société et du corps. Et malheureusement, la France est une des numéros 1 dans le monde en consommation d'anxiolytiques. Hem, Bien évidemment, en fait, c'est pas en droguant le corps qu'on va lui permettre de retrouver un équilibre et de retrouver son homéostasie, hein. C'est comme si quelqu'un se fait une fracture et on répare la fracture et puis il marche avec une béquille. Il marche avec une béquille, mais on lui dit: «Bah, la béquille, maintenant, tu la gardes jusqu'à la fin de ta vie». Et il y a un moment, il va falloir rééduquer le corps pour pouvoir réapprendre à marcher. Et bien, en fait, après des traumatismes émotionnels, quels qu'ils soient, et même des traumatismes mineurs, le système nerveux reçoit des lésions dans le système nerveux. Comme je disais en début de vidéo, si ces lésions ne sont pas guéries, ça peut être irrémédiable jusqu'à la fin de notre vie. C'est pour ça qu'on voit que les gens qui font une forte dépression ont beaucoup de chances d'en refaire une autre plus tard dans la vie et encore une autre si elle n'a pas été soignée correctement. Il y a aussi beaucoup de cas de personnes qui sont dépressifs ou qui ont fait des burn-out qui ne veulent pas reconnaître ce cas ou par péché d'orgueil vouloir s'en sortir tout seul. C'est une erreur, mais alors qui est cruciale. Je l'ai commise, j'ai fait une dépression à l'âge de 17 ans pendant 1 an, suite à une séparation, et j'ai perdu 10 kilos, je mangeais plus, j'avais plus envie de rien et j'en ai refait une autre et j'en ai refait une autre. Alors j'étais pas dans un environnement familial qui me permettait d'identifier ça. J'étais dans un environnement familial qui disait: «Bah allez, marche ou crève» et ça a une limite en fait ce système. Donc ça tombe sous le sens de se dire: «Je me fais une fracture à la jambe, je vais voir un chirurgien pour me faire réparer» et cetera parce que c'est du domaine du visible. Mais tout ce qui est le domaine de l'invisible, c'est comme si on devait ne pas y prêter attention, que c'était pas sérieux. C'est très important. C'est même plus important et plus handicapant, d'avoir un système nerveux parce que une fracture, la jambe ouverte, ça va pas nécessairement altérer vos relations amoureuses, ça va pas altérer vos relations au travail. Si vous travaillez dans l'ordinateur, vous pourrez toujours travailler. En revanche, quand le système nerveux est endommagé, on a tendance à surréagir émotionnellement et ça va venir grignoter, vous voyez, ce cortisol qui a grignoté les cellules et le système nerveux va continuer comme si ça se répandait avec des racines, vous voyez, et venir ronger vos relations
ronger votre carrière et vous isoler. Donc vous comprenez à quel point le stress est quelque chose à prendre au sérieux. Et maintenant, je vais vous donner un moyen magique de faire réduire le stress très rapidement et de voir si vous êtes stressé. Donc je crois vous avoir convaincu de l'importance de déceler si on est victime du stress, de par rapport à toutes les conséquences graves qu'il peut y avoir dans notre vie. Maintenant, je vais vous donner un moyen pratique de savoir si vous êtes victime du stress. Il y a 3 symptômes principaux quand on est victime du stress. Le symptôme principal, c'est des symptômes physiques. Donc, troubles de la concentration, difficulté à mémoriser, troubles du sommeil, problèmes digestifs. Ensuite vont survenir les symptômes mentaux et émotionnels, comme la dépression, par exemple, comme des grandes variations d'émotions et une surémotivité. Enfin, il va y avoir les symptômes comportementaux, comme l'absentéisme au travail, le besoin d'isolement, ne plus supporter les autres humains, entre guillemets. Ça, c'est un signe de grand stress. Et la consommation de substances pour venir tempérer le stress, donc consommation de tabac, d'alcool, de sucre. Donc si vous vous retrouvez dans ces symptômes-là, n'attendez pas d'être dans la zone d'extrême limite. Vous savez, il y a plusieurs zones dans le changement. Il y a la zone de « pour l'instant, tout va bien », mais c'est dans cette zone-là où il faut intervenir. Parce qu'une fois que vous passez cette zone-là, les lésions peuvent être irrémédiables. Donc dans la suite de cette vidéo, je vais vous donner un exercice très simple, déjà dans un premier temps, qui moi m'a vraiment aidé pour baisser votre stress. Donc avant qu'on passe à la partie pratique de cette vidéo, j'aimerais aussi vous donner quelques informations sur les types de stress. Il y a ce qu'on appelle le stress aigu. Donc c'est un stress très intense quand il y a eu un grand danger. Donc par exemple, vous avez été agressé, vous avez eu un accident de voiture, donc c'était un événement isolé qui a créé un pic de stress et qui va laisser une empreinte indélébile dans votre structure mentale, émotionnelle, psychologique. On a la possibilité, grâce aux neurosciences cognitives, comme la programmation neurolinguistique, comme le FT, l'hypnose, etc., de venir reprogrammer cette expérience pour qu'elle soit moins traumatisante et moins limitante au jour le jour, parce que selon les traumas, ensuite, on ne peut plus pouvoir prendre l'avion, plus pouvoir conduire, etc. Donc ça, c'est du stress aigu. Ensuite, on a le stress chronique, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est latent et récurrent. C'est en fait l'environnement qui est toxique, qui est stressant et qui vous ronge petit à petit. Et quand je travaillais avec les forces de police parisiennes, c'était très intéressant de travailler sur ce qu'on appelle l'hyperstress et l'hypostress. Parce qu'il y a du bon stress, oui, et il y a du mauvais stress. Il y a du stress qui nous fait perdre nos moyens, mais il y a du stress qui vient juste nous donner un petit coup de jus pour passer à l'action, pour nous sentir vivants, etc. Et le danger, en fait, quand on a été victime d'hyperstress pendant longtemps, c'est de devenir accro à l'hypostress. C'est-à-dire que tout ce qui va me susciter la moindre petite variation émotionnelle, je vais fuir. Et puis petit à petit, on se retrouve isolé chez soi à méditer tous les jours. Mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est aimer les autres, c'est rencontrer, c'est faire des rencontres, c'est profiter au maximum. Ça, c'est la raison pour laquelle on est ici. Alors, l'hyperstress peut créer des dommages, mais l'hypostress aussi. Et encore une fois, le bouddhisme nous l'avait expliqué il y a des milliers d'années par la voie du juste milieu. Donc, souvent, on peut observer et régler sa vie en disant « est-ce que je ne suis pas trop dans un extrême? Est-ce que je ne suis pas trop dans un extrême de suractivité, de trop travailler, de faire des choses, de faire trop de sport, de trop bouger? Ou au contraire, est-ce que je ne suis pas dans l'autre extrême de ne plus rien faire et de m'isoler, etc. » L'un comme l'autre est signe d'un dérèglement et quelque chose qui n'est pas signe d'une bonne santé psychologique et émotionnelle. Maintenant, une fois que vous avez fait votre auto-bilan et que vous vous auto-évaluez, c'est vous entre vous-même en fait, de savoir à peu près où vous vous situez. Si vous voulez me poser la question, vous pouvez laisser en commentaire et me décrire un petit peu vos états. Je vous dirai très humblement si je pense que vous êtes assujetti à une dose trop excessive de stress.
Vous feriez partie de 95% des Français, donc il n'y aurait rien d'étonnant à ça. Et maintenant, je vais vous donner un exercice qui, moi, quand j'étais dans une période hyper excessive de stress, c'est-à-dire que je n'arrivais plus à dormir, je fumais, vraiment les nerfs à vif, c'est-à-dire que la moindre personne qui me coupait la route en voiture, je pouvais hurler, etc. Comment j'ai réussi à inverser le processus petit à petit. Et là, rien de magique, hein, il n'y a pas de pilule, il n'y a pas quelque chose qui, du jour au lendemain, va changer votre état. C'est une rééducation du système nerveux qu'il va falloir faire, qui va commencer par quelque chose de très facile et très simple que je vais vous apprendre maintenant. Donc, je me suis mis de profil sur cette vidéo pour vous montrer vraiment l'exercice tel qu'il faut le faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que une grande partie de notre stress vient se cristalliser ici au niveau des mâchoires. Si vous êtes assujetti à beaucoup de stress, il est même possible que vous grinciez des dents pendant la nuit ou que vous soyez comme ça. Hein, c'est symptomatique d'une personne qui s'accroche à une situation et qui ne peut pas lâcher. Donc en fait, le corps est bien fait en ça qu'il nous montre l'état interne dans lequel on est. Si on est très très tendu à l'intérieur, on va devenir comme ça serré au niveau des mâchoires. Le problème de ça, si vous restez comme ça avec une tension ici, c'est que ça va venir crisper les cervicales, les temporaux, les muscles du cou et ben oui, après on a mal à la tête. Et pourquoi aussi on a mal à la tête? Puisque en fait, toute cette crispation ici va empêcher l'afflux sanguin de bien irriguer le cerveau, donc de bien l'oxygéner. Et un cerveau qui est mal oxygéné est un cerveau qui ne fonctionne pas bien, puisque le cerveau consomme plus de 20% d'oxygène du corps humain. Alors, je vous raconte mon histoire très rapidement. J'étais donc très stressé il y a de nombreuses années, j'arrivais plus à dormir, j'avais fumé mes cigarettes, j'avais écouté de la musique, j'avais un peu écumé toutes les stratégies pour faire descendre mon stress. Et là, j'allume la télé et je tombe sur une émission qui s'appelait Zen TV et qui me montre un exercice issu du Pilate. Et j'ai essayé cet exercice et au fil des années, je l'ai peaufiné. Je l'ai peaufiné avec tout ce que j'ai pu glaner à droite à gauche et j'ai créé 3 niveaux de complexité et j'ai en fait fusionné le Pilate et le yoga localisé au niveau de la tête. Alors, ce premier exercice va consister à ouvrir la bouche en grand, comme si vous bâillez, mais vraiment à vous décrocher la mâchoire, et compter 30 temps pour refermer la bouche. Donc ça va faire comme ça, 30, 29, 28, et tout doucement, vous refermez la bouche, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, donc vous comptez intérieurement, 20, et vous allez fermer la bouche tout doucement en comptant 30 temps. Et qu'est-ce que cela provoque ici? Le fait de travailler le muscle de manière très très lente au niveau des mâchoires, ce muscle-là qui sont très puissants, ne sont pas habitués puisqu'ils sont habitués à mastiquer, donc ils sont sollicités d'une certaine manière. Voyez, et le fait de ouvrir en grand et fermer tout doucement en 30 temps va venir décongestionner le muscle au niveau de fibres qui ne sont pas sollicitées d'habitude. Vous allez faire ça 3 fois et vous allez voir que si vous faites ça tous les jours, régulièrement pendant une semaine, j'ai des dizaines de témoignages là-dessus et c'est d'ailleurs cette partie-là est inclue dans mon programme Alma 8 semaines et mon programme Alma à distance. Vous allez commencer à décontracter toute cette zone qui à terme va commencer à décontracter les temporaux et le cou et favoriser la réoxygénation du cerveau. Et d'un point de vue plus subtil, vous allez aussi permettre aux nadis, donc les lungs tibétains, les nadis, à recirculer et irriguer votre cerveau en termes énergétiques, en termes d'oxygène et retrouver un équilibre. Donc, ce que je vous recommande de faire, c'est cet exercice 3 fois d'affilée. Idéalement, matin, midi et soir pendant une semaine. C'est la phase 1, le niveau 1 de cet exercice. Il existe 2 autres niveaux plus complexes, mais ça, ce n'est pas disponible sur YouTube, ça fait partie du programme. Voilà. Bonne pratique et si vous voulez en savoir plus sur d'autres manières de retrouver le calme intérieur
abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de laisser des commentaires. Si vous avez des questions précises sur cet exercice, j'y répondrai avec grand plaisir. À très bientôt.